Radio Libertaire, l'invité quotidien, bonsoir. Et notre invité pour la troisième fois, le troisième mercredi, c'est Henri Laborie. Bonjour. Bonsoir. Quand il ne peut plus lutter contre le vent et la mer pour poursuivre sa route, il y a deux allures que peut encore prendre un voilier. La cape, le foc bordé à contre et la barre dessous, le soumettent à la dérive du vent et de la mer et la fuite devant la tempête en épaulant la lame sur l'arrière avec un minimum de toile. La fuite reste souvent, loin des côtes, la seule façon de sauver le bateau et son équipage. Elles permettent aussi de découvrir des rivages inconnus qui surgiront à l'horizon des calmes retrouvés. Rivages inconnus qu'ignoreront toujours ceux qui ont la chance apparente de pouvoir suivre la route des cargos et des tankers, la route sans imprévu imposée par les compagnies de transport maritime. Vous connaissez sans doute un voilier nommé Désir. Oui, c'est le prologue de l'éloge de la fuite. Je vous remercie de l'avoir lu. Je le trouve très beau, vous voyez. Vous êtes bien sur Radio Libertaire. En tant que marin, l'éloge de la fuite, quand j'ai choisi ce titre, on ne choisit jamais rien. Il m'a été imposé par mon inconscient, mon subconscient, comme vous voudrez. En réalité, il a déplu, parce que la fuite, il y a toute une connotation de lâcheté, etc. Or, en fait, pour moi, c'est tout contraire. La seule façon de s'en tirer, et il n'y a aucune lâcheté à fuir. Bien. Avant d'en arriver au livre lui-même, Éloge de la fuite, puisque c'est notre propos ce soir, je voudrais commencer par des questions d'auditeurs qui nous ont été écrites. Le courrier, je vous en ai remis une partie, vous le compulserez chez vous parce qu'il y en a qui sont un peu conséquents. Ces questions-ci concernent l'inné et l'acquis. Qu'est-ce que serait pour vous la notion d'acte contre nature, telle que la contraception ou la relation homosexuelle, acte contre nature, et bien évidemment entre guillemets? Il faut d'abord savoir ce que c'est que nature. Alors, je crois avoir d'ailleurs eu l'occasion de dire ici même que les chiens font l'amour dans la rue sans complexe, et c'est naturel. Maintenant, si nous en faisions autant, je pense que ça serait pas naturel du tout. On dirait que c'est contre nature. Donc, la nature, tout ce qui peut arriver sur cette planète, excepté le meurtre de l'autre, est naturel finalement. Alors on peut tuer plus ou moins lentement, effectivement, mais je ne vois pas très bien en quoi consiste la nature. L'homosexualité en particulier, est-ce qu'elle agirait comme un mécanisme inné de régulation démographique ou serait-elle plutôt une dégénérescence qui attenterait à l'espèce? Oh, l'homosexualité, c'est un comportement, et bon, je ne vois absolument pas que ça attenterait à l'espèce. Évidemment, si tout le monde était homosexuel, il y aurait quelques dangers pour l'avenir de l'espèce. C'est pas le cas. Alors, que des pulsions se fassent, et alors là, actuellement, il y a de gros travaux là-dessus. Vous savez, les anglo-saxons en particulier sont toujours intéressés à ce problème. Et... Pourquoi riez-vous, Henri Laborie? Non, ça serait trop long à dire pourquoi. J'entrerai dans des détails. Bien, et en fait, on s'aperçoit que ça peut être aussi bien d'une empreinte, même peut-être, ça peut résulter d'une empreinte avant la naissance, avec un comportement endocrinien qui commande au comportement sexuel différent. On s'aperçoit on commence à s'apercevoir que les homosexuels hommes, par exemple, ont moins de testostérone et plus de folliculine. Mais ça peut être aussi un apprentissage culturel. Ça dépend du moment où... C'est plutôt l'exemple Chazot, là, que vous donnez. Je ne connais pas Chazot, mais enfin, vous savez, j'ai beaucoup de choses à m'occuper.
en réalité, je pense qu'il n'y a pas de contre-nature dans l'homosexualité, c'est un comportement. Bon, il y a les gens qui se mouchent dans les mouchoirs, d'autres dans des petits papiers, là, des Kleenex. On ne dira pas que parce qu'ils n'emploient pas un mouchoir, se moucher dans un Kleenex, c'est contre-naturel. Est-il vrai que ce phénomène, donc l'homosexualité, se trouve également chez d'autres espèces dites supérieures? Ah bah oui, quand la femelle manque, vous me direz que dans notre monde contemporain, ce sont les femelles qui manquent, ça. Mais pour l'homme, je parle pour l'homme, et inversement d'ailleurs, c'est plus difficile. Il y a quand même les guerres qui jusqu'ici ont tué plus d'hommes que de femmes, donc finalement le mouvement féministe a bien raison de prendre le taureau par les cornes, si l'on peut dire, c'est-à-dire de soulever l'étendard de la révolte. Mais finalement, je ne vois pas pour moi, il n'y a pas de problème dans l'homosexualité. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous pensez? Pardon. Non, je n'ai rien à dire là-dessus. Bon, bien sûr qu'on ne se reproduit pas homosexuellement, mais je vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Ça ne me gêne pas. Moi, je suis vraiment hétérosexuel. Alors ça, je tiens à prévenir les auditeurs. Hein. Je n'ai aucune pulsion, même vers vous, qui êtes plutôt beau à regarder. Mais ça vraiment, je n'ai aucune attraction pour le sexe du même côté, si j'ose dire. Bien. Qu'est-ce que vous pensez des travaux de Hébert-Simon sur la prise de décision par des ordinateurs et en général du concept de l'intelligence artificielle dont parlent les automaticiens? Je suis très inculte, je ne connais pas Herbert-Simon. Par contre, l'intelligence artificielle, on s'en occupe beaucoup actuellement. Il y a des travaux dans les grands journaux, Science, Nature, etc. Actuellement, c'est la grande mode. Mais j'écris il y a déjà peut-être 20 ans que pour faire une intelligence artificielle, il faudrait quelque chose... Si vous voulez, les ingénieurs, sont les ingénieurs électroniciens ou pas, copient des fonctions. Il est facile d'avoir une mémoire sans doute meilleure que celle de l'homme. On peut même imaginer des systèmes associatifs qui permettent, à partir de ce qui est engrammé dans la mémoire, de créer des choses nouvelles. Mais en réalité, ce que l'homme n'a pas encore fait, et c'est pas demain la veille, c'est d'une part de créer une motivation. La motivation de l'ordinateur, il faudrait qu'il soit de maintenir en vie d'ordinateur, en tant qu'ordinateur, et ceci de le faire de la molécule à l'ordinateur tout entier. Lorsqu'on fera des machines dont la seule but, la seule raison d'être sera d'être machine et de fonctionner pour se maintenir en tant que vie machine, à ce moment-là, on aura fait quelque chose qui sera de l'intelligence artificielle. Actuellement, on copie des fonctions, c'est tout. On peut copier la mémoire, on peut copier l'intelligence, on peut copier tout ce que vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec un comportement humain. Enfin, dernière question posée par Gérardo. Pourra-t-on bientôt reproduire in vitro, artificiellement donc, la pensée humaine? Non. Bientôt, non. Non, on fera des machines qui pourront avoir une meilleure mémoire que l'homme, même être plus sensibles, parce que finalement, n'entendant pas les ultrasons, on peut très bien imaginer une machine qui enregistrera des ultrasons, s'en souviendra. On peut imaginer une machine en plus qui reprendra ses expériences et on fera quelque chose de neuf. Mais ça ne sera pas une intelligence humaine, parce que tout ce que fait l'homme, il le fait pour conserver sa structure d'homme, d'individu. Et ça, une machine ne le fera pas encore. Et elle ne voit pas que ça soit demain la veille. Hein. Nous en revenons donc au sujet ce soir, Éloge de la fuite. Ce n'est pas votre dernier livre de généralisation? Oh non, il y en a eu d'autres. Oui, d'autres. C'est un livre qui vous a été commandé par votre éditeur? C'est pas exactement... Oui et non. C'est une collection qui était dirigée par l'ancien ministre, à ce moment-là il n'était pas ministre, c'était Max Gallo, qui a été le porte-parole du gouvernement, et qui dirigeait cette collection, et cette collection était faite de telle façon qu'il y avait un certain nombre de sujets à traiter, c'est toutes les têtes de chapitre, auxquels chaque auteur à qui on demandait d'écrire un livre dans cette collection devait se conformer, il devait dire ce qu'il pense, ce qu'il pensait. Il n'y a qu'une chose que j'ai refusée, c'est l'autoportrait, bien sûr, mais le reste, c'était l'amour, l'enfance, la mort, etc., les autres, une société idéale, la foi, bon. Et il y avait un plan, et il fallait suivre ce plan. C'était amusant, mais ça vous obligeait à parler de choses où vous n'aurez peut-être pas pensé, normalement, à parler. Alors ça commence, parce que le plan, donc, est imposé par votre éditeur, ça commence par autoportrait, c'est le titre.
De ce premier chapitre, il y en a 18 dans le livre. Et je dois dire que si c'est un peu artificiel comme structure, il faut bien reconnaître que ça facilite largement la lecture. Oui. Parce que les 18 chapitres comprennent chacun quelques 15 pages à peu près, et on peut les lire et les relire tranquillement, et on suit quand même plus facilement. Merci, les lire et les relire, c'est très flatteur. Non, c'est pas flatteur du tout, c'est parce qu'on a du mal à comprendre. Ah bon. Putain, je plaisante. Alors, ça commence par un autoportrait. Vous êtes consciencieux, si je comprends bien. Et cet autoportrait, vous en profitez pour dire que vous n'avez aucune envie d'en faire un parce que quoi déjà? Parce que je suis biologiste des comportements et que je prétends que toutes les mémoires et tous les bouquins dans lesquels on parle de soi sont des falsifications, des impostures. Ça correspond à l'image qu'on veut donner de soi aux autres. Je ne voulais pas faire un bouquin en disant, voilà, je suis un France-Allô, hein, je suis né d'une mère, j'allais dire bretonne, parce que vous êtes breton, il faut bien être vache de temps en temps. Vous auriez pu dire vendéenne, ce qui était très méchant. Parce que vous êtes vendéen. Oui, bon, mais non, d'une mère boiteuse et d'un père alcoolique. Et puis, vraiment, puis, je suis vraiment dégueulasse. Vous ne direz pas ça dans un livre quand vous ferez votre autoportrait. Vous direz, je suis grand, je suis beau, je suis intelligent, aimez-moi, parce que qu'est-ce que vous voulez, c'est qu'on vous aime. Donc votre autoportrait sera fait pour qu'on vous aime. Tous les mémoires, tous, sont faits à la grande gloire de celui qui les écrit. Enfin bon, vous n'avez pas, vous en profitez et finalement, c'est logique puisque votre livre est fait pour ça. Vous en profitez pour dire ce que vous savez, ce que vos travaux vous ont amené à connaître, etc. Oui. Et vous avez tout à fait passé sur ce que vous êtes aux yeux des autres, somme toute. D'abord parce que vous vous en foutez, je me permets de le dire, parce que vous le dites souvent aux antennes, ça vous importe peu. Mais enfin, quand même, vous apparaissez un peu comme un personnage de bande dessinée, faut bien le dire. Vous avez Henri Laborie, vous êtes quand même une notoriété, vous êtes un notable dans le domaine scientifique, entendons-nous bien. Vous êtes quelqu'un de très connu, vous êtes quelqu'un d'un peu bizarre, vous expérimentez sur vous-même certains médicaments. À 70 ans, vous n'avez pratiquement pas de cheveux blancs, vous êtes une forme de jeune homme. C'est pour ça que je vous dis que vous ressemblez un peu à un personnage de bande dessinée. Et vous n'imaginez pas, vous ne voulez pas parler pas cochonne, parce que... Non, je me retiens quand même. Vous vous retenez. Et vous ne voulez pas du tout parler de cette image que vous pouvez, que vous savez donner autour de vous? Ben, je pense que la prochaine fois, nous parlerons peut-être, je ne sais pas si dans les livres que vous avez retenus. C'est un livre écrit par Fabrice Rouleau, qui est l'alchimie de la découverte. On peut changer le programme. On avait prévu ça me permet d'en parler. Les éditeurs me demandaient, 3 éditeurs à la file m'ont demandé d'écrire justement mes mémoires, non seulement scientifiques, mais mes mémoires personnelles. J'ai toujours refusé. J'ai refusé déjà, là, l'autoportrait. Bien. Mais un bouquin sur moi, ça ne m'intéressait pas. Enfin, je crois qu'on en rédige un pour vous. Alors voilà, j'ai dit, moi je veux bien que quelqu'un le rédige pour moi. Alors c'est un jeune... C'est le comble du narcissisme. Qui s'appelle Fabrice Rouleau, qui est le fils de Rouleau, et qui a été chargé de ça. Et je lui ai demandé d'écouter ce que je lui disais de moi, bien sûr. Mais de voir aussi, il a vu au moins une trentaine ou une quarantaine de personnes qui avaient eu un rôle dans ma vie, que j'avais rencontré à l'époque de mon existence, et qui m'avaient vu avec leur façon de me voir, qui n'était pas la mienne. Et il en a fait quelque chose qui est non seulement la vue des autres, la vue de moi-même, mais la vie de Fabrice Rouleau, qu'il fallait qu'il tue son père. Parce qu'il n'avait pas réussi à le tuer, le sien. Alors il était son père spirituel, il fallait qu'il me zigouille. Donc il a fait un portrait de moi que j'aime beaucoup parce qu'il n'est absolument pas ressemblant. Je ne me retrouve pas dedans. Mais alors ça m'a permis aussi de... Et là j'ai contrôlé, c'est pourquoi il y a mon nom quand même, parce que l'éditeur l'a voulu, Fabrice Rouleau, on ne connaissait pas encore, c'était son premier livre. Il fallait qu'il y ait mon nom sur la couverture. Alors, j'ai accepté d'une part parce que j'ai contrôlé ce livre sur le plan scientifique. C'est-à-dire, quand il parle de ce que j'ai pu faire scientifiquement, que personne ne connaît finalement, vous savez, c'est l'hybernations artificielle, 38 ans, j'ai une vie de 35 ans de travail et de découverte en plus. Alors là, j'ai contrôlé pour qu'ils ne disent pas de bêtises. C'est pour ça que j'ai accepté de co-signer, mais c'est Fabrice Rouleau qui a écrit le livre et c'est Fabrice Rouleau qui est en tête. Mais quand même, vous ne voulez pas, pour Radio Libertaire, parler un peu de vous, pas du biologiste. Vous êtes qui? Vous êtes quelqu'un de très riche, quelqu'un de très heureux, quelqu'un de... Ça veut dire que les imbéciles qui sont heureux. Alors je ne suis pas très heureux non plus. Mais heureusement, si j'étais heureux, je n'aurais pas de désir. D'ailleurs, il y a un chapitre sur le bonheur dans l'école de la fuite. À partir du moment où vous êtes heureux, vous n'avez plus aucun désir, donc vous n'évoluez plus, vous êtes complètement stoppé.
Alors, on ne peut pas être heureux. Quand on a un désir et qu'on le réalise, à ce moment-là, il est mort. Il faut trouver un autre, et on est en perpétuelle recherche de quelque chose. Donc, je voulais dire, je suis riche. Ben, je suis un retraité de la marine, et j'ai vécu toujours payé par l'État au mois, vous savez, ça tombe à la fin du mois. Je ne suis pas pauvre, mais je ne suis pas riche, alors loin de là. Les impôts m'inquiètent d'ailleurs, parce que... Mais en dehors de ça, qu'est-ce que je suis? Je suis un Français moyen, mais qui est... Je dois dire qui est assez heureux dans sa peau, finalement, parce que j'essaie d'être très conscient. Non pas que je disais, je ne suis pas heureux, comme personne ne peut être heureux, loin d'être idiot. Mais qui, dans son métier, son métier lui a appris à se comporter vis-à-vis des autres d'une façon où il essaie, tant bien que mal, de ne pas tuer les autres et de ne pas être tué prématurément. Et c'est pas commode. Mais ça demande beaucoup d'imagination et beaucoup de connaissances sur la façon dont fonctionne son cerveau et celui des autres. C'est tout. Radio Libertaire 89.5, téléphone 262 90 51, en compagnie d'Henri Laborie. Ce soir, éloge de la fuite. Et le chapitre suivant, c'est tout simplement l'amour. C'est beau, hein? Quoi? L'amour? Ben, je sais pas, je vais lire un tout début de votre chapitre, et j'espère qu'il y aura des réactions de l'autre côté, du côté de l'auditoire, et vous pouvez téléphoner 262 90 51 pour dire à Henri Laborie ce que vous en pensez. Avec ce mot, on explique tout, on pardonne tout, on valide tout, parce que l'on ne cherche jamais à savoir ce qu'il contient. C'est le mot de passe qui permet d'ouvrir les cœurs, les sexes, les sacristies et les communautés humaines. Il couvre d'un voile prétendument désintéressé, voire transcendant, la recherche de la dominance et le prétendu instinct de propriété. C'est un mot qui ment à longueur de journée, et ce mensonge est accepté, la larme à l'œil, sans discussion par tous les hommes. Il fournit une tunique honorable à l'assassin, à la mère de famille, aux prêtres, aux militaires, aux bourreaux, aux inquisiteurs, aux hommes politiques. Celui qui oserait le mettre à nu, le dépouiller jusqu'à son slip des préjugés qui le recouvrent, n'est pas considéré comme lucide, mais comme cynique. Il donne bonne conscience, sans gros efforts ni gros risques, à tout l'inconscient biologique. Il déculpabilise car, pour que les groupes sociaux survivent, c'est-à-dire maintiennent leur structure hiérarchique, les règles de la dominance, il faut que les motivations profondes de tous les actes humains soient ignorées. Leur connaissance, leur mise à nu, conduirait à la révolte des dominés, à la contestation des structures hiérarchiques. Le mot d'amour se trouve là pour motiver la soumission, pour transfigurer le principe du plaisir, l'assouvissement de la dominance. Je voudrais essayer de découvrir ce qu'il peut y avoir derrière ce mot dangereux, ce qu'il cache sous son apparence mielleuse, les raisons millénaires de sa fortune. Retournons aux sources. Alors Henri Laborie, la poésie dans tout ça? Mais la poésie... J'ai vu aussi, c'est un grand chapitre sur la poésie, peut-être, puisque vous l'avez retenu, dans Copernic n'a pas changé grand-chose. Effectivement, dès qu'il y a le mot d'amour, ça rime avec toujours, d'ailleurs, et au bout d'un alexandrin... Avec calembour aussi. Oui, mais enfin, c'est moins utilisé, quand même, comme rime. La poésie, c'est pas ça. La poésie, c'est une création. L'amour, on reproduit. Et non pas dans la partie cochonne du terme. Non, parlons d'autre chose, Non, mais on ne fait que répéter des slogans, ce que je dis, ce que vous avez lu là. Ensuite, j'explique pourquoi. C'est comme ça. J'explique que quand dans un environnement, il existe des êtres ou des choses avec lesquels on est bien, on se fait plaisir. Ce qui n'est pas ça. Il y a aussi un chapitre sur le plaisir. Et c'est pas ça, le plaisir. Et simplement l'équilibre biologique. Bien. Et ben à ce moment-là, on veut le garder pour soi, parce que si un autre veut le prendre, on se sent
frustré. On n'a plus dans sa possession. Et l'amour, c'est lié à la possessivité, à la notion de propriété, à l'apprentissage. Mais ça n'a rien de transcendant, ça n'a rien de... À la limite, comme c'est une expression très, très à la mode actuellement. Bon, tu vois, à la limite, bien. À la limite... Je vois ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire, bon. À la limite, il y a l'amour de l'espèce, mais l'espèce, ça se touche pas. Tandis que la femme qu'on aime, si on vous la prend, ça se touche, la femme. Nous sommes des hommes, c'est pour ça que je parle. La femme, bon, l'homme qu'on aime pour une femme. Je me méfie toujours de la scène de la féministe de service. Donc, la femme qu'on aime pour un homme, c'est l'objet gratifiant, c'est ce qui vous fait plaisir, ce qui vous permet de satisfaire vos envies. Bien. Mais c'est assez terre à terre. Il y a un poème de Verlaine, je ne pense pas que je cite là-dedans, mais un poème de Verlaine qui m'a toujours très enthousiasmé, parce que comme quoi le poète, vous me parlez de poésie, comme quoi un poète peut toucher les choses les plus profondes de la biologie contemporaine sans le savoir, parce que Verlaine ne le savait pas. Il y a un poème de Verlaine dans lequel il dit « Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme que j'aime et qui m'aime et que j'aime et qui n'est jamais ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. » Mais de ça, ce qu'il décrit, ce que j'essaie de dire là-dedans, c'est que la femme qui n'est jamais ni tout à fait la même, ni qui m'aime et me comprend, c'est imaginaire. Bien sûr qu'il y a des modèles, mais ces modèles sont toujours imparfaits. Et à partir du modèle, on crée une structure imaginaire. En artiste, on crée une œuvre. On crée une œuvre, et bien, mais surtout, ne pas essayer de faire coller l'œuvre, la création, avec le modèle. Quand je reprends là-dedans, alors je le dis, on nous a très souvent dit que, je ne sais même pas s'il ne l'a pas dit lui-même, d'ailleurs De Gaulle aimait la France, il considérait les Français comme des abrutis. Bien. Parce qu'il avait un modèle de la France qui était quelque chose qui n'avait rien à voir avec c'était les Français. Et pourtant, sans les Français, il n'y a pas la France, comme le disait Pierre Dac. Alors là, Pierre Dac disait, la France sera toujours la France, parce que, pour caricaturer De Gaulle, parce que si la France n'était plus la France, les Français ne seraient plus les Français. Vous voyez, ça, évidemment, peut aller très loin. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que la caractéristique de l'homme, c'est justement dépasser ses envies pour faire un désir. Et le désir, c'est l'imaginaire. C'est la création de quelque chose qui n'existe pas, qu'on essaie de trouver, et qu'on ne trouve jamais. Mais alors, on multiplie les expériences, et finalement, on a, avec des expériences variées, on peut créer quelque chose. Mais aimer votre prochain, c'est facile. Le prochain, de temps en temps, si, quand c'est la belle-mère, c'est pas facile. Mais, encore que la belle-mère, je la prends comme type caricatural. Mais, si c'est le petit chinois qui est du bord du Yangtze et qui est en train de vivre dans la boue et dans ou le maghrébin ou l'homme du sel, on l'aime bien sûr, on l'adore, hein, parce qu'on est humaniste ou on ne l'est pas, bon, mais on s'en fout qu'il crève, qu'est-ce que ça peut vous fiche, hein, si c'est de vos enfants, alors là ça devient différent, de vos enfants, parce qu'ils sont à vous, vous croyez que vous allez vous prolonger, hein, à partir de quelques acides désoxyribonucléiques, vous allez tromper la mort dans une descendance qui vous continuera, vous dépassera même, bon. Mais là encore, c'est d'un narcissisme désespérant, c'est d'une vulgarité, dirais-je, étonnante. C'est souvent d'un dérisoire grâce à votre ville. Oui. Enfin, à la troisième génération, c'est les acides ribonucléiques qui sont sortis de vos testicules, ou le verre de la femme qui vous les a fait, d'ailleurs, parce que c'est toujours la femme qui vous les fait avant. Non, excusez-moi, c'est qui me les donne. Qui vous les donne, oui. Elle m'a donné, oui, c'est ça. Ouais. Ah non, mais faut ce qu'il faut quand même dans un système. Enfin, tout de même, si, en me posant en candide libertaire, je vous parle d'amour libre, et que je dise à une femme, tu m'aimes, je t'aime, aimons-nous donc, et fais ce que tu veux, et je fais ce que je veux. Bah alors, je veux bien. Oui, c'est vous qui le dites. Oui, mais vous n'y croyez pas. Parce qu'il y a quand même la réalité quotidienne. Non, il y a beaucoup de choses. J'y crois, mais on est dans... C'est toujours la même chose, je vous l'ai dit, je crois, les fois précédentes, j'ai eu l'occasion de le dire. Nous sommes dans une société qui crée dans votre système nerveux des jugements de valeur. Même si vous savez que ce sont des jugements de valeur, les autres ne le savent pas. Alors, être cocu, c'est pas agréable. Bon, bon, ça passe, c'est pas... Mais l'image que vous donnez aux autres est une image qui est dérisoire à ce moment-là.
Et c'est peut-être plus pour la détérioration de votre image de marque que vous êtes fait vous-même que pour le fait de ne pas laisser participer un autre à votre objet gratifiant. Et ça, c'est culturel. C'est parce que vous faites une image vraiment idéale de vous-même et vous imaginez que la femme qui vous aime doit vous admirer, vous aimer et ne pas trouver mieux ailleurs. Donc si elle trouve mieux, c'est que vous avez l'air d'un couillon, quoi. Et alors c'est pas agréable de passer pour un couillon. Mais les autres, vous ne considérez pas que vous êtes un couillon parce que vous êtes le cul, mais ça pourrait se passer tout aussi bien. Mais il y a tout un ensemble culturel qui vous entoure et dans lequel vous êtes inséré. Voilà, alors c'est ce que vous appelez tout au long de vos œuvres la niche environnementale. Oui. Mais lorsqu'un homme et une femme, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, ou deux hommes ou deux femmes, enfin on n'est pas là pour parler Ou de trois ça hommes ou pour trois femmes, l'instant. j'aime bien. Oui. Voilà, ont la même niche environnementale. Oui. C'est l'image de l'amour parfait tel qu'on le connaît. Seulement il vient un moment où ces images ne se superposent plus. Ah oui. Et ne font que se recouper, et c'est le cas le plus fréquent. Oui, bah oui, mais pour la bonne et simple raison que déjà, quand un homme et une femme se rencontrent et s'aiment, comme on dit, ils ont déjà toute une histoire dans leur système nerveux qui est différente. Elle n'est pas la même. Donc ils ont vécu dans une niche environnementale qui, lorsqu'elle se rencontre, est différente. Et quand elle se rencontre, bon, il se trouve qu'à un moment donné, ça colle. Mais il ne faut pas essayer de forcer, à mon avis, il ne faut pas essayer de forcer la cohésion. Il est possible que pour un rien, pour un détail, la niche environnementale, le codage nerveux de l'un ne coïncide pas avec celui de l'autre. Alors, il faut essayer de comprendre, il ne faut pas... Hein. Et il faut enseigner l'autre. Il ne s'agit pas de... J'allais dire pardonner, c'est très judéo-chrétien. Il ne s'agit pas de pardonner ou de ne pas pardonner. Il s'agit de comprendre l'autre et d'essayer de l'entraîner dans votre niche environnementale, l'empêcher de sortir de votre niche. C'est tout. Alors si vous y réussissez, tant mieux. Si vous ne réussissez pas, mon Dieu, tant pis. Vous n'avez pas été assez habile. Si vous me permettez de piquer une petite banderille sur le dos de Laborie. Oui, mais allez-y, je suis un taureau. J'en connais un qui n'est pas le dernier à avoir parlé d'amour en termes que vous récusez, somme toute. C'est Jésus-Christ. Quelqu'un quand même qui revient assez souvent, épisodiquement, dans vos œuvres. Oui, alors... je ne sais pas s'il a parlé là-bas. Il a parlé finalement dans un terme, c'est ceux qui ensuite ont interprété. Il a parlé de connaissance. Je cite d'ailleurs un certain nombre d'exemples. D'ailleurs, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si vous ne le connaissez pas, vous ne l'aimez pas. C'est pas possible. Bon. Donc, quand il est avec Marthe et Marie... Attendez, c'est un point de vue biologiste, ça. C'est pas un point de vue de chrétien. Ah non. Oui, d'accord. Non, vous ne pourrez pas aimer de bagnole si jamais vous avez vu de votre existence. Vous Oui, ne pas désirer avoir envie, parce que c'est pas désir. On vous la montre, donc vous n'inventez rien. Mais vous ne pouvez avoir envie d'une bagnole si vous ne savez pas. Vous auriez demandé, je le dis souvent, vous auriez demandé à un homme du Paléolithique ce qu'il voulait pour être heureux, il vous aurait pas demandé une R16, il vous aurait dit un ours avec un peu de feu pour le faire cuire. C'est évident. Bon, donc on ne peut aimer que ce qu'on connaît. Bien. Alors, ce qu'il a développé, lui, c'est la connaissance. Quand Marthe est en train de faire la cuisine, c'est une brave ménagère qui se dévoue pour le bien commun, pour le Christ, pour les gens qui sont là, elle est près de ses chaudrons. Puis il y a l'autre, la Marie, qui est à ses pieds et qui l'écoute, la parole, et elle écoute, elle essaie d'avoir une connaissance, la connaissance. Il n'est pas question, il n'a pas dit sur le cerveau sur la montagne, il n'a pas dit heureux les amoureux, il a dit heureux les pauvres en esprit, les gens qui ont l'esprit de pauvreté, heureux ceux qui ont soif et faim de justice, heureux. Il n'a pas parlé d'amour. Il a parlé d'une connaissance, d'une compréhension de l'autre. Aimez-vous les uns les autres, c'est venu après alors. Ah ouais, alors ce là, slogan aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez vous-même, c'est ça le plus génial. Évidemment, on a tendance à vous dire aimez-vous les uns les autres, mais c'est pas ça simplement. Aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez vous-même. C'est parce que vous vous aimez que vous aimez les autres. Et si votre objet gratifiant est gratifiant, c'est parce qu'il vous fait plaisir à vous. Ça, faut bien le comprendre. Il y a rien, c'est pas trivial. C'est pas transcendant non plus. Les choses se contentent d'être. Et c'est nous qui leur donnons une valeur. C'est tout.
Vous en êtes quand même massacré, hein, parce que vous êtes défini comme agnostique, s'il fallait une étiquette. La dernière fois, on vous découvre, pour ceux qui ne le savaient pas, quelque peu chrétien, même de manière non orthodoxe. Ah non, on ne découvre pas, je le dis là-dedans. Sans jouer sur les mots. Non, mais je dis que le Christ est pour moi un ami, que je... Voilà. Alors, on y reviendra de toute façon, tout à l'heure, dans cette émission, au chapitre de la foi. Oui, alors, pour en revenir à l'amour... Oui. Et l'amour, selon un sketch assez fameux, quel est, ne me dites surtout pas, mais je ne suis pas un gourou, je ne vous donnerai pas de recette, quelle est quand même, selon vous, parce que vous en avez une, de recette, quelle est la solution, somme toute? Est-ce toujours fuir, mais comment à deux? Je ne peux pas vous dire, là, je le répète, alors là, justement, je ne suis pas gourou, je pense que c'est une invention. Mais vous avez peut-être une plage quand même de comportements que vous avez pu trouver et où vous vous dites que là c'est possible d'aller à deux. Oui, mais à deux, qu'est-ce que c'est qu'à deux? Je dis aussi dans un autre chapitre qui s'appelle Les autres que nous ne sommes pas nous sommes tous les autres, les vivants et les morts, et que on n'est pas deux. Quand on est deux, on se croit deux, on a tout son passé, tout ce qu'on a appris, et tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont fait la culture dans laquelle vous naissez, vous vivez, donc on n'est jamais deux. On est toujours à plusieurs, à des multitudes. Alors, sans solution? Je pense que s'il y avait une solution, ça serait triste. Il n'y aurait plus besoin de chercher. Et il n'y aurait plus besoin, je ferais souvent le rêve étrange et pénétrant d'une femme qui m'aime, que j'aime et qui m'aime, et qui n'est jamais tout à fait la même. Ça serait plus la peine. Mais alors, bon... C'est ça, la création journalière de quelque chose d'autre. Et alors, excusez-moi, je suis un petit peu troublé par des questions que je suis en train de lire tout en vous écoutant. Allez jusqu'au bout. Vous ne m'écoutez pas, vous lisez vos questions. Si, je peux vous répéter. S'il y avait une solution, ce serait quand même un peu triste. Oui. Alors, je vous les livre en vrac. Des auditeurs qui demandent que vous développiez lorsqu'on est heureux, on n'a pas de désir. On y reviendra au chapitre. Oui. Au chapitre bonheur, je crois, hein, c'est ça. Tout à l'heure. Une réflexion comme ça d'auditeur. Si on ne peut aimer que ce qu'on connaît, alors on ne peut aimer rien ni personne. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne peut aimer rien de... Rien ni personne. Parce qu'on ne connaît rien. Si on ne peut aimer que ce qu'on connaît, alors on ne peut aimer rien ni personne. Je suis assez d'accord d'ailleurs, c'est pas mal comme question. Parce que on ne connaît rien. C'est vrai qu'on ne connaît rien. Mais on croit connaître. Et c'est avec cette prétendue connaissance que l'on est amoureux. Vous ne connaissez jamais l'objet de votre amour. C'est pas possible. Lui-même ne se connaît pas. Vous croyez que je me connais, moi? Et vous croyez vous connaître? Vous êtes bourré depuis votre naissance d'inconscient. Vous parlez inconsciemment. Vous vivez vos gestes. Tout est inconscient. Ah, ça suffit. Non, mais c'est vrai, j'y peux bien. Puis tout à l'heure, on fait blablabla. Hein. Vous croyez qu'on pense, qu'on est conscient de la façon dont on arrange les phonèmes, les bonèmes, etc. pour faire une phrase. Là, un petit truc, on veut faire passer un petit signifié, c'est-à-dire une sémantique, mais c'est tout à fait... Oui, mais enfin, quand vous parlez de l'amour et que vous écrivez sur l'amour, ça vient pas comme ça totalement de la conscience, ça vient quand même de certaines recherches, de certains travaux, de certaines observations. Exactement, reproductible. Voilà, c'est le seul avantage. Expérimental, donc. Expérimentalement, je sais... Enfin, on commence à savoir comment est foutu un cerveau humain et on voit ce que... un enfant qui vient de naître ne veut pas aimer. Il faut bien qu'il ait appris, qu'il ait connu quelque chose. Pour aimer, il faut connaître. Un enfant qui vient de naître, il pompe son biberon au sein de sa mère, mais il aime personne, il n'est même pas sorti de lui-même. Il croit qu'il est l'univers, il est dans ce que les psychiatres appellent son moi-tout. Parce que ça s'apprend, ça aussi, tout s'apprend. Alors, comment voulez-vous qu'il aime? Il aime à partir du moment où il a du plaisir à téter le sein de sa mère, à toucher sa mère, la peau de sa mère, l'odeur de sa mère, la voix de sa mère. Et quand il s'aperçoit que la mère est la femme a des rapports qu'il ne comprend pas très bien, mais avec un moustachu, il a l'impression qu'on va lui prendre son bien gratifiant, ce qui lui fait plaisir, ce qui est depuis sa naissance, et sa mère ou la personne avec qui s'est occupé de lui, parce que c'est pas obligé que ce soit la mère. Et à ce moment-là, il découvre l'amour, bien sûr, la haine, la jalousie, l'Édipe, tout ça, c'est la même sauce. Mais c'est parce qu'il a appris. C'est la motivation première, finalement, dans l'amour, c'est narcissiquement, de retrouver ce moi-tout dont vous venez de parler. Oui,
Oui. D'un point de vue. Oui. Non, mais c'est évidemment un point de vue. Mais ça dépend de l'époque de la vie d'un individu. Donc, quand il sort de son moitou, effectivement, et qu'il s'aperçoit que, ce que Freud appelait, avec une intuition assez géniale, il faut le reconnaître, ce Freud a appelé le principe du plaisir, il l'a dès que... Non, à la naissance, c'est pas le principe du plaisir. Il se met à gueuler parce qu'il était bien peinard au chaud, dans son liquide amniotique, puis brusquement il sort, hein, puis il faut qu'il respire tout seul. Au lieu d'avoir le sang qui lui arrive par le cordon ombilical, il faut qu'il se débrouille tout seul, faut qu'il tète. Il a un boulot extraordinaire, il sait pas du tout qu'il a à le faire, parce qu'il sait pas qu'il est, lui. Il faut qu'il se limite dans l'espace, et à la naissance, il n'a pas encore ce qu'on les physiologistes nous appelons le schéma corporel. Il sait pas, ça s'apprend. Bon, ça demande 2 ans ou 3 ans. Vous vous souvenez pas d'ailleurs de cette période primitive, parce que justement vous ne saviez pas que vous étiez dans un environnement différent de vous. Bien. Alors quand il s'aperçoit que, et en général on s'occupe de lui, il est bien dans sa peau, et quand il s'aperçoit brusquement que lui c'est pas sa mère, ça du miroir de Lacan par exemple, enfin il y a tant d'autres exemples, que devant la glace, la femme porte le gosse, et puis il regarde, puis il s'aperçoit que c'est lui, qu'il sourit, c'est lui qui sourit, puis que sa mère, c'est pas lui. Alors là, c'est un désastre. Parce que ne pas être ce qui était son objet gratifiant, dans lequel il était inclus, c'était lui. Bon, alors à ce moment-là, il s'aperçoit que le principe de plaisir dont il dépend entièrement devient un principe de réalité. Et que cette réalité, il ne peut pas la commander. Radio Libertaire, toujours éloge de la fuite, en compagnie de Henri Laborie. Nous sautons, faute de temps, quelques chapitres qui sont pourtant assez importants. Une idée de l'homme, l'enfance, les autres, pour